Une dernière vidéo sur la production de tournesol pour aborder rapidement deux points. Les besoins en eau du tournesol et la stratégie d'irrigation, et puis le stade optimal de la récolte. Alors, je vous disais dans une vidéo précédente que le tournesol est une culture relativement plastique, c'est-à-dire une culture qui a la capacité de s'adapter en fonction du contexte dans lequel elle est produite, et de s'adapter notamment par rapport à sa consommation en eau. C'est une culture qu'on pourrait comparer un petit peu à une éponge finalement, le tournesol, c'est-à-dire que tant qu'elle a de l'eau à disposition, eh bien, elle va consommer cette eau. Elle est capable d'avoir, vous voyez ici, pour 30 quintaux par hectare, si on ne la contraint pas en eau, elle est capable d'absorber quand même jusqu'à 550 mm. Pour une production de 30 quintaux par hectare. Ce qui est supérieur, par exemple, à une culture de maïs, qui est quand même une culture qui a besoin de pas mal d'eau pour atteindre son rendement optimum, avec 520 mm, supérieur au soja également, 480 mm, ou encore au sorgho, avec 450 mm. Donc finalement, quand elle n'est pas contrainte en eau, cette culture du tournesol, qui est pourtant une plante adaptée aux situations contraintes en eau, eh bien c'est pourtant celle qui va en consommer le plus. Ce qui est intéressant de voir, c'est de regarder finalement jusqu'à où est-ce qu'on peut contraindre la plante en termes de disponibilité en eau pour qu'elle puisse malgré tout réussir à atteindre ce même rendement, vous voyez ici, de 30 quintaux par hectare. Et même exercice pour les autres espèces. Si je prends le sorgho, le soja ou le maïs, eh bien on voit que pour atteindre leur optimum de rendement, eh bien, il faut quand même leur apporter des quantités d'eau qui sont quasiment équivalentes à la consommation totale. C'est-à-dire qu'un maïs, si je lui apporte 95% de ses 525 mm, il est capable de faire le même rendement. Par contre, en dessous de ces 95%, eh bien, la productivité va diminuer. Pour le soja, ça va être la même chose à partir de 90%. À moins de 90% de ces 480 mm, la productivité va diminuer. Même chose pour le sorgho. Tandis que pour le tournesol, jusqu'à 75% de sa consommation totale, c'est-à-dire que avec 420 mm, la plante est capable de me faire le même rendement que lorsque je lui apporte sa consommation totale de 550 mm. Donc on voit vraiment ici qu'on a une adaptation de la plante à partir du moment aussi, quand même, il faut le préciser, où cette eau est disponible au moment où la plante quand même va en avoir besoin. Ça c'est un petit point qui est loin d'être un détail. Donc finalement, une plante qui supporte assez bien des situations plutôt contraintes en eau, mais malgré tout qui est particulièrement intéressante pour l'irrigation parce qu'elle va être capable de très bien valoriser les apports d'eau qu'on va réaliser. À titre de repère, on va dire, pour 10 mm d'eau apportée, on va réussir à avoir à peu près un gain de rendement de l'ordre de 1,3 quintal par hectare. Alors comment est-ce que on raisonne ensuite cet apport d'eau? Ça va dépendre de plusieurs choses, ça va dépendre de l'état de la plante, et également de la profondeur du sol et donc de sa réserve en eau. On va distinguer deux situations, c'est-à-dire les situations où on va avoir un tournesol qui dans sa phase végétative, donc c'est-à-dire jusqu'à l'apparition des premières fleurs globalement, aura été plutôt contraint en eau, et puis donc avec un développement correct mais limité, disons, de sa surface foliaire. Et puis à l'inverse, si on est dans des situations sur des semis de début janvier, mi-janvier, admettons, avec des quantités en eau assez importantes, je vous dis, le tournesol c'est une éponge, donc il va avoir consommé énormément d'eau, et donc il va avoir une production de feuilles assez importante, et on va être sur ce qu'on va appeler des tournesols exubérants. Alors on ne sera pas forcément dans des cas aussi marqués que cela, mais
Voilà, c'est deux états un petit peu différents. Le tournesol qui a eu relativement peu d'eau sur sa phase végétative et celui qui en a eu beaucoup. Et donc avec des surfaces foliaires à alimenter derrière qui vont être différentes. Dans le premier cas de figure, si je suis sur un sol superficiel, je peux, si j'en ai la possibilité au niveau des réserves, viser environ 2 à 3 apports d'eau. Alors, 2 apports d'eau, je vais faire un premier apport au tout début de la floraison et fin floraison. On va chercher à faire ce que l'on appelle encadrer la floraison pour vraiment s'assurer que l'on va avoir une bonne nouaison qui va bien se mettre en place. Et donc derrière, avoir un nombre de graines par hectare qui va être important. Et c'est vraiment cette composante-là qui est déterminante derrière pour le rendement. Si j'ai la possibilité de faire un apport d'eau supplémentaire, ou si mon tournesol dans sa phase végétative est vraiment en train de souffrir du manque d'eau, je peux faire un premier apport avant floraison. Mais attention à ces premiers apports-là. Si j'ai pas beaucoup d'eau, si j'ai simplement 1 à 2 tours d'eau disponibles, on va faire cet apport avant floraison vraiment s'il en va de la survie du tournesol. Puisque sinon on risque vraiment de développer des surfaces foliaires importantes qu'on ne va pas être capable ensuite d'alimenter si on n'est pas en capacité de refaire des irrigations un petit peu plus tard. Si je suis sur des sols, on va dire plus profonds, où vraiment j'ai des bonnes réserves en eau, on va plutôt rester sur 2 tours d'eau, c'est-à-dire début floraison et fin floraison. Cet apport-là avant floraison, normalement, on ne devrait pas en avoir besoin si on a eu quelques pluies quand même sur la phase hivernale et des réserves de sol à peu près bien fournies. Dans le cas où je vais avoir des tournesols qui vont être beaucoup plus développés, même si je vous dis on n'arrivera pas forcément à des états comme cela, à part peut-être des années un petit peu exceptionnelles ou sur les régions vraiment les plus arrosées. Sur les terrains superficiels où je vais avoir possibilité de faire 2 à 3 tours d'eau, je vais intervenir un petit peu plus tard par rapport à ce que je vous présentais initialement. C'est-à-dire que dans ce cas de figure-là, ça veut dire que j'ai eu un tournesol qui a été bien alimenté sur sa phase végétative. Et donc mon premier rapport d'eau, je vais le faire début floraison, un deuxième fin floraison, et mon troisième tour d'eau, je vais revenir à peu près 10 jours plus tard. En revanche, si j'ai que 2 tours d'eau, je ne vais pas forcément faire cet apport début floraison. Je vais laisser entre guillemets la plante souffrir un petit peu. Et mon premier apport, je vais peut-être plutôt le faire ici fin floraison, puis un deuxième apport 10 ou 15 jours plus tard environ. Si je suis toujours dans ce cas de figure d'un tournesol bien développé avant floraison et sur des sols profonds, je vais rester uniquement sur cette stratégie-là. C'est-à-dire un premier rapport fin floraison et le deuxième une dizaine de jours plus tard. Ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est que vraiment c'est pas la peine de suralimenter en eau un tournesol avant sa floraison, parce que vous allez fortement développer la surface foliaire et vous allez fortement augmenter la demande de la plante. Donc si derrière on n'est pas capable de la satisfaire parce qu'on n'a pas les réserves suffisantes, mieux vaut limiter les apports qu'on va faire en début floraison ou avant la floraison et se garder l'eau pour un petit peu plus tard, plutôt sur les milieux, fin floraison, et puis ensuite un petit peu après pour accompagner le remplissage. Enfin, un dernier point sur la récolte et sur le stade optimal, on va dire, de la récolte. Attention à ne pas récolter trop tôt des plantes qui vont se retrouver finalement avec un petit peu trop d'humidité, qui vont pas être bien mûres. Attention également à ne pas récolter à surmaturité, où là pour le coup on risque de favoriser d'autres risques de perte ensuite à la récolte. Alors pour avoir un petit peu un ordre d'idée, vous voyez ici quand on a le dos du capitule qui est encore bien jaune, ça signifie que l'on est à peu près sur des taux d'humidité de l'ordre de 15%. Donc on est encore un peu trop humide pour faire notre récolte. On va plutôt attendre que ce dos du capitule commence à devenir un petit peu plus marron. Là on est à 10-11% d'humidité. En plus on va être là dans des conditions au Maroc où ça va quand même sécher très vite.
Donc assez rapidement, même entre ces deux stades, on peut envisager de démarrer une récolte à partir du moment où ça commence à être marron. Le stade optimal finalement c'est celui-ci, hein. Il reste encore un petit peu de jaune sur le dos du capitule, mais globalement là on est sur quelque chose de bien mûr, avec un niveau d'humidité qui va être de l'ordre de 8-9%, donc là on est très bien. En revanche, si on arrive ici sur cette dernière photo, ou globalement là sur la grande photo qu'on a derrière, on est clairement sur une récolte qui est trop tardive. On voit là que les tournesols sont complètement cramés, on est complètement noir. On est de l'ordre de 6% d'humidité, donc déjà on va perdre un petit peu de poids, donc ça c'est pas forcément très intéressant. Et puis surtout on risque de favoriser des attaques quand même très problématiques, les attaques d'oiseaux. Alors chez nous en France on va plutôt se retrouver avec des problématiques type pigeon des villes. Au Maroc on va plutôt avoir des problématiques notamment liées aux moineaux. Alors on le voit, hein, on voit ici qu'on est sur un tournesol qui est quand même pas complètement mûr, que les attaques ont déjà démarré. Donc ça va être important dans un premier temps d'essayer d'avoir des tournesols qui vont être assez homogènes en stade. Donc si on veut avoir des choses homogènes en stade au moment de la récolte, ça veut dire qu'il faut avoir des choses assez homogènes déjà dès le semis, dès l'implantation, qu'on ait des régularités à la levée, donc c'est-à-dire aussi des profondeurs de semis qui soient bien contrôlées, et qu'on n'ait pas déjà dès la levée des écarts de 4-5 jours entre les plantes de tournesol. Parce que quand on va arriver à maturité, on va se retrouver avec des plantes qui pour certaines d'entre elles seront déjà bien avancées, légèrement en surmaturité, tandis que les autres seront pas encore tout à fait mûres, donc ça va nous retarder la récolte et ça va encore augmenter la durée pendant laquelle les oiseaux vont pouvoir continuer à faire des attaques. Donc être bien vigilant déjà dès les conditions de semis, avoir des choses bien homogènes. Ça va pas forcément être suffisant pour régler ce problème des oiseaux, mais c'est peut-être déjà un premier levier. Il y a d'autres choses qui sont regardées, notamment autour de l'inclinaison des capitules, où dans certaines situations on a pu voir des effets intéressants, dans d'autres un petit peu moins, donc c'est vraiment un sujet là sur lequel il y a encore du travail à faire pour essayer d'endiguer cette problématique oiseaux à la récolte.